Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Immaculée, trône de la sagesse, priez pour nous. Alors voilà, le titre de cette conférence, c'est le lien conjugal avec ces transitions, donc ces périodes de transition durant l'évolution qu'il y a au début, dès le départ, et après jusqu'à maturité. Donc il faut partir du point de vue que la relation conjugale elle se base toujours sur un pacte de fiducia, de fiduciaire, c'est-à-dire de confiance et de réciprocité, qui a dans le mariage un acte explicite et un rite de transition. Donc on va passer un rite, c'est un passage littéralement, où vraiment on dit « je m'inscris dans le temps, dans ma vie, et je passe un cap ». Et donc le mariage va devenir du coup un événement critique qui va donner vie dans le sens fort à la conjugalité, dans le sens où on marque la chose socialement et aussi humainement par une journée où on décide de se marier. Et donc le pacte, c'est un élément constitutif de toute structure sociale, mais aussi de cette structure élémentaire qui est le couple conjugal. Et donc on va avoir deux éléments qui vont structurer ce couple, deux valences. Il y en a une qui est éthique et normative, et une autre qui est de nature affective. La première, donc, elle se réfère à l'implication de respecter le pacte et répondre à des obligations que ça porte en soi. Donc là, c'est qu'est-ce que je m'engage à faire quand je me lie avec une autre personne. La deuxième, elle fait référence aux aspects donc d'attractivité émotif, affectif, et donc le soin qu'on a de l'autre réciproque. D'un point de vue symbolique, on pourrait dire que dans le pacte conjugal, il y a une attente maternelle donnée par la confiance et l'espérance dans la relation, et une attente paternelle donnée de l'implication et le maintenir ce qui a été promis. Voilà, il y a deux valences, si on pouvait un peu au niveau symbolique, des deux cerveaux gauche et droit. Donc il y a certains auteurs dans les années 80 qui ont parlé d'un pacte secret. En fait, ça c'est intéressant, c'est l'aspect que je voulais vous parler. Pour signaler qu'il y a la déclaration explicite de l'implication, donc il y a un pacte qui est déclaré avec des mots, il est supporté, il est accompagné d'un autre type de pacte qui en fait va fuir, ne rentre pas dans les catégories, et donc on est dans le contrôle de ceux qui vont le faire. Donc on n'en est pas conscient en fait. On ne peut pas mettre la main dessus. Et donc c'est un pacte qui va rester intuitif. Et on le sait bien parce qu'il y a certains aspects qui vont jouer un rôle, en fait, au moment où vous rencontrez votre futur époux ou alors une personne qui vous plaît. Ça joue un rôle, vous êtes attiré, il y a de la sympathie. Et donc, ça va rendre cette relation, en fait, significative pour vous. Mais c'est des choses encore, on ne sait pas exactement décrire pourquoi. Dans le cas d'une relation de couple, le phénomène est plus accentué et il a un temps plus spécifique. Le noyau de l'attraction, il semble résider dans un ensemble de besoins, et donc ces besoins ils peuvent être ceux de protection, ou alors du danger, ou alors les aspects, ce qu'on attend que les partenaires puissent faire, donc c'est-à-dire dans leur rapport de couple, ce qu'ils vont pouvoir donner. En fait, le couple, on ne peut pas le définir seulement avec un tu et un jeu qui va s'adresser à un tu, mais il faut comprendre comme alors on appelle ça en italien, ça serait la noita, mais ça serait la nouité. Donc c'est le nous ensemble qui forme une identité. Finalement, c'est un peu biblique parce que vous formerez qu'une seule chair. Après, on peut relier à Éphésiens 5. Donc, en fait, pour partir sur un élément un peu plus spirituel, l'image du couple, il est à l'image de Christ et de l'Église. Le Christ veut s'unir l'Église, donc les croyants, et le couple est à l'image de Jésus qui veut attirer à soi les baptisés.
Ok. Mais ce couple, il va au-delà, en fait. On est toujours, quand on est ensemble, on va toujours au-delà de nos capacités psychologiques personnelles ou de nos références psychologiques humaines de notre identité personnelle. Pourquoi? Parce qu'on crée un nouveau rapport. Et donc cet aspect, il va comprendre des aspects de différence et d'altérité, mais donc il a un fonctionnement qui peut être risqué. Et en fonction des... Pourquoi? Parce qu'il y a des histoires qui sont différentes entre les partenaires. Les histoires étant différentes, on prend quand même un risque du vivre ensemble et de la noïté, si on peut s'appeler comme ça. Appeler ça comme ça. Alors, c'est crucial, il y a un moment au début où la modalité, c'est la modalité avec laquelle le couple va affronter la phase où il y a le désenchantement. Donc vous vous rappelez, au départ, on tombe amoureux, puis après l'autre il est idéal pendant 2-3 mois, puis après un peu plus, on va dire, pour 3 mois, ou alors c'est vraiment dans les astres, et puis après, petit à petit, la prise de conscience qui va s'étaler, on va dire, sur, je sais pas, 10 ans, on va leur donner 10 ans. 10 ans où au final ça se passe bien. Et puis il y a un passage où en fait le pacte conjugal va avoir un saut critique. Et donc c'est il y a le mariage qui arrive à un moment donné, en général, ou pas, parce que maintenant il y a des couples qui restent ensemble 10 ans et puis après ils se séparent. Hein. Et donc et en fait il y a processus. Alors certains, voilà, il y a une question qui est derrière le fait de tomber amoureux, qui est, mais au final, est-ce que tomber amoureux, c'est une illusion? Et il y a certains qui se posent la question parce qu'au final, tomber amoureux, tu as tous ces aspects émotifs, psychiques qui réagissent, tout ça. Et au final, ça tombe. En fait, ce que tu croyais de l'autre, ou l'image idéale, elle va tomber. Mais alors, tomber amoureux, donc c'est une illusion, c'est un mythe. Et donc, il faut fuir de ça. En fait, c'est pas si simple que ça. Parce que tu te projettes obligatoirement, donc il y a une présomption, que l'autre va me ressembler en fait, que l'autre va te correspondre au départ. Et donc ça va jouer sur des facteurs où tu vas essayer de voir est-ce que je peux l'autre il a des aspects positifs, est-ce que moi les miens vont correspondre aux siens, est-ce que mes faiblesses vont pouvoir être comblées, et donc au début, on idéalise tout ça et on dit, mais finalement, c'est parfait, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever, et donc tout est déjà là. Et donc ça, quand ça tombe, forcément, le couple il est invité à faire un passage de qualité. Et donc là, ça se joue beaucoup plus après sur les aspects donc rationnels, et puis le choix qu'on a voulu ensemble. Qu'est-ce qu'on a construit en fait comme projet dans notre couple? Parce que si le sentiment il tombe, si l'émotion elle tombe, si la psychologie elle suit plus, l'émotivité non plus, en fait on est obligé de se baser sur autre chose, sinon on se lâche. Et donc c'est là où le mariage il intervient. Ceux qui se sont mariés disent finalement il y a quand même le lien du mariage à l'église, donc on va pas faire les imbéciles. Ou s'ils sont pas mariés, ils disent mais finalement il y a les enfants. Et donc si même les enfants sont plus importants, là on peut laisser ouvert les portes à tout. L'important c'est quoi? C'est ma réalisation personnelle. Donc voilà, on va sauter les étapes en fait petit à petit. Mais donc maintenir vivant ces aspects donc affectifs avec ceux qui sont éthiques, donc les normes qu'on avait dit du pacte, c'est un travail psychique qui touche tous les couples, tous les rapports conjugaux, et c'est l'objectif même de cette transition. L'identité du couple, sa formation et son développement coïncident en fait avec la capacité de construire un vrai et complet pacte conjugal et de savoir le maintenir vivant dans le temps. L'objectif, la sfida, c'est la difficulté, ce qui est difficile le challenge en fait pour le couple actuel, moderne. Il n'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que les personnes vivent entre un tissu culturel et symbolique qui va emphasiser sur les aspects affectifs, sexuels, et mettre de côté en fait le lien commun et l'implication dans la relation. Donc on vit dans la société, si vous voulez, romantique. Donc ça c'est depuis le XVIIIe siècle. Et donc tous ces aspects symboliques ils jouent au niveau de notre interprétation, de notre projection qu'on fait
de qu'est-ce que c'est un couple au final. Et donc le modèle est très édulcoré. C'est très édulcoré, donc on a l'impression que tout le monde pense comme ça. Pourquoi? Parce que tout le monde regarde les mêmes séries, tout le monde regarde les abreuvés de séries américaines, donc on pense que ça va de soi, c'est facile, Et en fait, tout ça, ça nous empêche de voir ce que Dieu veut pour le couple, en fait, qui est beaucoup plus profond. Je saute un peu. Récemment, à côté du concept de qualité des relations conjugales, on a souligné l'importance d'étudier la stabilité de la relation, le construit qui met à feu la composante éthique de la relation. La stabilité conjugale est distincte de la qualité conjugale. Si, en fait, en augmentant la qualité de la relation conjugale, augmente la stabilité du lien, en fait, le contraire n'est pas dit. Le contraire ne va pas de soi. L'importance d'aller étudier qu'est-ce qui consent à une relation conjugale de se maintenir dans le temps, c'est venu après qu'il y ait une augmentation énorme des séparations, du divorce dans la société occidentale. C'est un phénomène qui a construit dans ces dernières années un scénario de fond dans laquelle la littérature a pris part également pour transformer tout ça. Et donc on peut pas faire moins d'y réfléchir. Grande partie de ces recherches s'est ainsi dirigée à voir les facteurs prédictifs du succès du mariage et de ses possibilités de résister dans le temps. Donc on s'interroge au final, le couple, on a essayé de l'interroger sur pourquoi il est important pour la société. En fait, aujourd'hui, on essaye de déconstruire ce modèle de couple. On dit le couple, oui, mais c'est pas si essentiel que ça. On peut avoir des familles monoparentales, on peut avoir des familles qui soient recomposées, décomposées. Donc, le couple, oui, mais on n'en fait plus une norme en fait. On le normalise plus comme un aspect qui est fondamental pour que la société survive. Par rapport au couple, le fait qu'il y ait, tout à l'heure vous avez dit, qu'est-ce que pour former un couple, qu'est-ce que c'est qu'un couple. Et quand on va construire un deuxième couple, puis un troisième, parce que le deuxième a de nouveau cédé, de ce côté-là aussi, il y a une interrogation. Parce que quand il y a des séparations, il y a aussi la même question qui peut aller revenir dans la première idée que peut-être qu'un couple, c'est justement un couple qui arrive à dépasser les épreuves dans la durée. Ce que je veux dire, sur cette définition du couple, on ne sait plus ce que c'est. Le fait qu'il y ait multiples séparations, parfois, quand on veut construire autre chose, on allume, on refait. Et ça ne fonctionne jamais. On finit par se poser la question, mais qu'est-ce qui est vrai? Où est la vérité? Et donc... la question que tu poses, c'est comment est-ce qu'on projette du coup l'idée de couple au niveau de société? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait... Ce que je pense, c'est que les gens il y a des gens qui sont séparés, qui ont cru en deuxième histoire... Voilà, et qui sont plus heureux. Et ils se rendent compte qu'il y a un échec qui se renouvelle. Ah oui, il y a aussi ça aussi. Ils sont parfois tentés de dire, mais finalement, le bonheur, c'était pas, et notamment on le voit chez les enfants, qui disent, mais moi, je voudrais quelque chose qui tienne. Il y a les deux cas, je me venais en tête l'idée des jeunes couples qui se marient dans le sud de l'Italie. Et en fait, ils restent 10 ans ensemble, fiancés. Et ils ne se marient pas, ils restent ensemble. Et après, ils se marient. Mais ils sont ensemble depuis 14, 15 ans. Comme encore, ça se fait beaucoup, hein, je crois, hein, cet aspect. Mais en fait, quand ces mariages-là, ils cassent, enfin, ces mariages, si c'est des mariages, ils disent, mais finalement, j'ai vraiment connu une vraie relation amoureuse à partir du moment où j'ai eu mon deuxième copain ou copine. Parce qu'avant, c'était immature, en fait. C'était deux gamins qui se mettent ensemble. Donc il y a ces deux aspects-là, et l'aspect que tu dis aussi, il est vrai. En fait, il y a les deux cas de figure, quoi. Il y a ceux pour qui c'était mieux la deuxième relation, et pour qui c'était pas bien de changer. Donc en fait, l'idée de fond, c'est un peu le couple, et c'est pour ça, voilà.
Je voulais juste revenir là-dessus. Je vais pas tout vous faire parce que sinon je sens que ça va être un peu trop lourd pour l'horaire surtout. Mais en fait, ces aspects-là, voilà, eux, ils les situent assez. En fait, c'est ça qu'on essaie de définir. Ce que tu as dit, Anna, c'est ça, c'est que, en fait, le couple, c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui est vrai? Voilà. C'est le couple. Alors le couple, ben justement, est-ce que si c'est juste pour le fait qu'on est heureux ensemble, qu'on a des enfants ensemble, bah, d'une part c'est vrai, mais d'une autre part aujourd'hui c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait aujourd'hui on a tout de suite. Et en fait ça veut rien dire pour les jeunes d'aujourd'hui. Il n'y a pas de construction, c'est pas dur de se mettre en couple parce que c'est des choses. On n'est pas en Iran quoi, où tu as les mariages forcés. Enfin, donc du coup, le couple, il est détaché de la situation socio-économique du pays. Avant, tu étais en couple parce que la ferme d'à côté avait besoin de... La fille pouvait être mariée avec l'autre fils de l'autre fermier, donc on les mettait ensemble. Les familles plus ou moins s'arrangeaient, et donc il y avait quand même un facteur fort économique, quoi. Parce qu'on était dans une situation où il y avait voilà, un plus fort contrôle social, une plus grosse dépendance de la terre. Maintenant, on est dans une société du tertiaire, donc l'important c'est de tomber amoureux et de choisir et d'avoir la possibilité de choix, et donc c'est les relations jetables maintenant, donc on n'est plus du tout dans le même cas de figure. La position de la femme aussi, qui est inférieure à l'homme, qui est... Voilà. Alors ça, il faut l'étudier dans son contexte général, hein, la position de la femme, et c'est pour ça en fait ce qui est important actuellement de vérifier, c'est c'était quoi la famille en fait avant. Et la famille, on s'aperçoit que c'est pas la famille idéale américaine. Jusqu'en 1800, enfin, jusqu'en 1900, début des années 1900, en fait, le modèle, c'est la famille élargie, en fait, en Europe. C'est la famille, en fait, la famille qui est, t'avais ton oncle, tes tantes, voilà, tout était ensemble, quoi. Le modèle famille moulin blanc, on l'appelle comme ça, moulin, parce que c'est en Italie, c'est les publicités du Nutella, si tu veux, le papa, la maman, les deux enfants. Ça, c'est totalement américain. C'est ce qu'une partie de la population homosexuelle américaine rejette. Et c'est pour ça qu'ils se font forts et ils disent, nous, on veut pas de ce modèle-là. Donc on est homosexuel. Donc on rejette ce modèle idéalisé, en fait, de la famille qu'ils n'ont jamais vécu parce qu'il y a d'autres difficultés. Mais sous le regard de Dieu, qu'est-ce que le couple? Parce qu'on dit la vérité vous rendra libre. Ah, ouais. Qu'est-ce que on va parler. Ce qu'il y a, on va en parler je ferai dans l'homélie hein, même. Bah, après, ce sera Genèse. Hein. On base sur la Bible à chaque fois. Mais justement, pour répondre à ta question, je te parle juste d'un point de vue humain pour pas éviter de spiritualiser. Mais en fait, il y a deux. Alors, je vais traduire cette parole. Les devoirs qui sont. Donc, il y a les aspects, comme on avait dit, affectifs, et puis il y a les aspects éthiques. Ok ? Vous me suivez toujours ? Comme conjoint, en fait, les aspects affectifs, c'est quoi? Qui fait le couple, pour rejoindre ta question, Anne? Prendre soin de l'autre, de sa spécificité et différence de genre, et de son histoire familiale. Tu vois? Les éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, tu prends soin de l'autre, sa spécificité en tant qu'homme aussi, et puis sa famille. Dans le mariage, il y a des trucs qui viennent en premier, quoi. Tu poses la question, est-ce que vous connaissez la belle famille Vous avez des bons rapports avec la belle famille? Ensuite, actualiser un mouvement de réciprocité dans les différentes sphères de la vie. Réciprocité, quoi. Vous voyez, c'est des termes, ça c'est biblique déjà. Hein. C'est Adam et Ève, réciprocité aux-femmes. Complémentarité. Réciprocité, c'est-à-dire qu'on est l'un face à l'autre et qu'on doit établir du coup un dialogue pour pouvoir se mettre en rapport. S'il n'y a pas de dialogue, en fait, on peut pas, on est bloqué. Et altérité, donc l'autre en face de moi, mais complémentarité, moi je suis pas la femme et la femme n'est pas l'homme, donc on est obligé d'être complémentaire, donc on est obligé de dialoguer, quoi. Sinon ça va mal se passer. Et donc après, toujours comme conjoint, les aspects éthiques, c'est quoi? Reconnaître la valeur de l'autre et le légitimer comme conjoint. Vous voyez, ça c'est fort ça. Je reconnais la valeur de l'autre, je le légitime intérieurement déjà, pas seulement extérieurement, pas seulement je vais signer un papier à la mairie, et je le légitime en fait en moi, quoi, finalement. Et ensuite,
s'impliquer pour maintenir la relation. S'impliquer pour maintenir, continuer en fait la relation. Ensuite, donc ça c'était les aspects qui étaient au niveau comme conjoint, mais vous allez voir que c'est intéressant, comme on est en train de parler, c'est marrant, on se laisse vraiment guider par l'Esprit Saint parce que ce qu'on a parlé là, je l'avais pas prévu, mais après il y a ton devoir de développement comme fils et comme fille. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu dois en fait comme fils, sur les aspects affectifs, ce qu'on parlait tout à l'heure, instaurer un nouveau type de lien avec les familles d'origine à travers le processus de distinction du couple. En fait, le couple, il se fonde, il se forme. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, le modèle, c'est nos parents, ou le modèle, c'est les grands-parents. Mais en fait, par rapport, s'il y a une trop grosse emprise de la famille d'origine sur le couple, comme ça se passe souvent, hein, donc c'est ces aspects qui vont, soit ils vont manger le couple, soit ils vont chercher à se faire séparer, soit... Donc tout ça, ça va l'empêcher de se structurer comme couple. Et donc ça va l'empêcher de s'enraciner dans la réalité, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est au niveau affectif. Et après, les aspects éthiques, toujours comme fils ou fille, reconnaître le saut, un passage dans la position de la condition de fils à celle supplémentaire de conjoint. Il faut reconnaître qu'on est passé à un nouveau stade. Et donc aussi actualiser un nouvel équilibre de la loyauté comme principe, comme priorité, excusez-moi, de celle conjugale sur celle intergénérationnelle. Donc ça veut dire tout simplement que d'abord tu es l'époux d'eux avant d'être fils d'eux. Quand tu te maries, attention, quand tu te maries. Donc tu vas d'abord te définir en fonction de ton nouveau mari ou de ta nouvelle femme. Et donc ça renverse en fait un peu la situation par rapport à tes parents ou ta situation d'origine parce que tu es obligé de dire non à certaines choses. Tu peux plus dire oui, quoi. Tu es obligé de couper certains ponts, tu es obligé de t'extraire en fait de ton milieu pour pas rester la petite fille ou le petit garçon parce que sinon tu t'empêches de grandir. Et donc ça c'est important je pense parce que c'est vital quoi en fait tout simplement. Tu peux pas vivre un étouffement de la part de ta belle famille, tu peux pas. Et si ton conjoint elle le comprend pas, comment tu lui fais comprendre? Parce qu'en gros, c'est ça qui crée des tensions dans le couple. Hein. Il peut avoir un très bon pacte familial, conjugal, mais en fait, après, il y a un moment donné où moi, j'ai l'exemple de cette personne qui est en Asie. Là-bas, tu dois dire oui à tous tes parents, hein. Puis tu as des jalousies entre frères et sœurs. Donc, si tu as une mentalité culturelle où tu es soumise, tu te tais parce que tu es une femme et donc, alors ton mari te dit, mais là, tu ne devrais pas te taire. Moi, je suis un homme, je suis un Européen. Tu vas commencer à réagir. Et là, l'aspect culturel, il peut mettre danger dans le couple parce que ça crée des tensions du coup. Ça rajoute un peu du feu sur la braise, du bois sur le feu. Tous ces aspects, ils doivent... Et donc, en fait, c'est cette... Voilà, donc l'identité de couple, elle va s'appuyer là-dessus. Et donc, sur ces deux aspects qu'on vient de parler, hein, l'affectif et l'éthique. Et donc, de quoi on parle fondamentalement, c'est reconnaître la valeur de l'autre et du lien avec lui. Comme dire que le pacte déclaré expressément dans le rite du mariage et le lien social qui va en être est en fait basé sur une légitimation interpersonnelle qu'il faut exercer et renouveler durant tout le cours de la relation. En fait, il faut toujours revenir sur le fait que la personne avec qui je suis, en fait, elle le mérite et j'ai confiance en elle. En fait, le pacte, c'est quoi? Oui, bon, alors, on va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est très long tout ça, mais j'ai voulu vous montrer des éléments pour montrer que, vous voyez comme c'est subtil en fait? En fait, c'est que tu t'es donné, alors prenons l'exemple du mariage, là c'est les aspects sociologiques, mais le mariage, il parle quand même du mariage, mais au niveau chrétien, si on le recommande, au mariage au niveau chrétien, tu as quand même un pacte avec Dieu, hein. Donc c'est un pacte qui devient totalement fondé en Dieu. Mais avant tout, pour qu'il soit fondé en Dieu, tu dois le fonder humainement avec ton partenaire. Et donc, tu dois avoir décidé au départ, mais finalement, nous, est-ce qu'on va, jusqu'à quel point je te fais confiance et toi-même tu me fais confiance. Et si ça, c'est pas clair, en fait, tu peux pas finalement être en vérité par rapport à Dieu.
Donc tu peux pas, on va dire, aller jusqu'au bout de ce que ça signifie. Parce que l'élément théologique, rappelons-nous, c'est Dieu reste fidèle même si nous, on est infidèles. Donc Dieu restera fidèle. Il a donné, prenons l'exemple du peuple juif, il a donné sa bénédiction au peuple juif, il ne l'enlèvera pas. Même si les Juifs, aujourd'hui, ont trahi, ne suivent pas Jésus, il ne va pas l'enlever. Parce que c'est le peuple élu. Donc c'est le peuple que Dieu a choisi. Et donc il ne peut pas l'enlever. Il ne peut pas, voilà, c'est Dieu, la fidélité de Dieu, le mystère de la foi. Dieu se donne à nous fidèlement. Nous, on est créés à l'image de Dieu, on doit se donner fidèlement, donc Dieu nous fait confiance. Mais on est infidèles, nous sommes infidèles. Nous sommes tous infidèles. Parce qu'on n'est pas digne de fidélité comme Dieu l'est. On n'est pas Dieu, vous voyez? Et c'est pour ça que quand les époux décident de fonder le pacte et qu'il n'y a pas encore cette tangente de maturité, on va dire, qui est là, d'autant plus c'est fragile le lien en fait implicite. Le lien implicite est fragile parce qu'il n'est pas, en fait, il n'est pas solidifié. Et donc c'est intéressant de voir à quel point vous-même dans vos couples, vous avez un pacte implicite et un pacte explicite. Et donc l'implicite, il n'est même pas déclaré. C'est pas déclaré, c'est pas dit pourquoi exactement à 100% vous êtes ensemble. Vous ne l'êtes jamais dit. Mais il se sait. C'est intéressant, il se sait, mais il ne s'est pas dit. Et du coup, tout le couple va avoir toute la vie du couple va se... Alors c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, il y a les aspects, après il y a l'intimité comme facteur dominant, la communication. On va avoir l'enrichissement conjugal, qu'est-ce que l'autre va m'apporter, le support qu'il y a à donner à l'autre. L'implication, commitment, donc combien je suis prêt à me donner dans le couple. Est-ce que je suis contraint de le faire, est-ce que je ne suis pas contraint de le faire. Donc vous voyez, il y a tous ces aspects-là qui vont après jouer. Et il y a un livre qui a été bien fait, c'est qui démontre un peu ça finalement. Juste avant de mourir, un homme qui est à l'hôpital, cancer, il va mourir, sa femme vient le visiter, et lui, quand sa femme vient, il est silencieux en fait. Il n'arrive pas à exprimer ce qu'il vit. Et il faut un temps de maturation pour qu'ils arrivent à dire ce qu'ils n'arrivent pas à se dire, parce qu'il va mourir, hein, il est en phase terminale. Et en fait, durant toute sa vie, lui, il a toujours vu sa femme comme le modèle. Donc il a idolâtré, c'est un peu un gros mot, mais il a mis sa femme sur un piédestal. Et il a toujours pensé qu'elle était au top et que lui, il suivait un peu à la traîne. Vous voyez? Et ça, il lui a jamais dit. Donc au moment de mourir, je sais plus combien l'âge, mais ça devait être un jeune couple, peut-être 45, 50 ans. Au moment de mourir, ils sont sur le point de mourir et il lui a jamais dit. Donc il faut que ça sorte en fait. Et il lui dit, voilà, moi je t'ai toujours considéré comme ça. Et là, elle lui dit, mais non, c'est pas vrai, pourquoi tu penses ça? J'ai jamais pensé, machin. Mais là, il est sur le point de mourir, donc c'est trop tard en fait. Et la femme lui demande compte en fait de ce qu'il n'a pas extériorisé, de ce qu'il n'a pas pu dire, mais c'est déjà trop tard. Il s'en rend compte au dernier moment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort a révélé quelque chose qui, s'il n'y avait pas eu la mort, en fait, ils auraient pu continuer jusqu'à 80 ans, peut-être sans se dire ça. C'est que lui, il voulait pas je sais pas comment, enfin je sais pas, j'ai pas analysé sa psychologie, mais il voulait pas se remettre en cause sur les acquis qu'il avait eus pour peut-être pas déstabiliser le couple ou pas changer de mentalité, mode de vie. Mais alors du coup, le pacte, tu vas dire, mais il était vrai? C'était pas forcément négatif de considérer. Ouais, mais c'était du non-dit. Du non-dit, c'est un manque de transparence finalement. Quand tu t'aimes... Elle devait se ressentir, elle devait le ressentir. Là, elle l'a pas dit comme ça, je crois. Hein, après, je me rappelle pas exactement l'histoire, mais elle l'a dit. Mais pourquoi? Enfin, elle a été surprise, tu vois. Elle était surprise. Elle pensait pas déjà que elle prenait trop de la place, on va dire comme ça. Elle pensait que le pacte était clair avec lui, et donc il n'y avait pas à remettre en cause ça. Mais pour lui, c'était pas clair. Mais il le manifestait pas, parce que l'homme, il cache aussi. Hein. Vous croyez que vous êtes les championnes de cacher les sentiments. Mais non, mais je te dis un peu en mode de blague. Mais les hommes, ils ont leur part d'intimité profonde. Hein. Attention, ils sont très profonds. Quels sont les trucs? Et donc, comme c'est moins dit, c'est plus, tu vois,
c'est peut-être encore plus dans le pacte implicite, plus dans l'implicite, vous voyez. Attention, on est des âmes incarnées, hein, donc au niveau Saint Paul, au niveau de l'âme, on est pareil. C'est juste le corps qui change, mais au niveau de l'âme, on a une personne, on est une personne, on est tous des personnes, non? Donc tu as cet aspect au ciel, il n'y aura plus cette différence marquée, on va dire, au niveau éthique, enfin au niveau comme personne, quoi, au niveau ontologique comme personne. En fait, c'est juste on est, je sais pas, ouais, c'est bizarre à expliquer ça, j'ai jamais trop réfléchi là-dessus. En gros, est-ce que Dieu t'a pensé toute éternité, mais il t'a pensé comme âme ou comme déjà sexuellement marqué? Bon, je pense qu'il nous avait quand même pensé comme garçon ou fille, les deux, quoi, parce qu'on est des êtres incarnés. Mais en même temps, si on n'est qu'une âme, l'âme, elle est sexuée ou elle n'est pas sexuée? Donc, tu vois, bon, c'est des questions un peu théologiques, mais au final, si tu prends une personne, mais si on l'enlève de sa coquille, bah, ça reste, c'est une personne. Ce qui compte, c'est la personne, tu vois. C'est le fait que ça soit lui ou elle. Mais tu vois, c'est là où le mystère il est grand, parce que finalement, ça nous fait toucher du doigt qui est Dieu. Pour Dieu, en fait, on peut pas dire il ou elle, mais nous on dit il, mais on pourrait pas normalement dire il ou elle au sens masculin-féminin. On devrait dire il. Mais c'est trop marqué idéologiquement, donc on est déjà dans le gender. Mais pour dire Dieu est amour, on sait pas le dire autrement. Dieu est amour. Alors on dit Dieu est Père parce que Jésus nous a révélé que Dieu est Père. Il nous a révélé le Père. Mais je sais pas, prenons l'Esprit Saint, c'est plus simple. L'Esprit Saint, alors il est quoi? Il est féminin ou masculin? Il est oiseau. Il est à catéchisme, ça. Il est feu, il est souffle, il est air, il est consolation. Moi, Dieu, il est masculin parce que le Christ est masculin. Et c'est la Trinité. Jésus, il est masculin. Oui, mais Jésus, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est bien d'accord, c'est la même personne. Non, c'est trois personnes, mais un seul Dieu. Ah oui. Une seule nature. Donc pour toi, par exemple, toi, tu es une personne et tu as une nature humaine. Dieu, il est un seul Dieu, donc il a une seule nature divine, mais en trois personnes, trois relations. Donc c'est pour ça que c'est dur à interpréter, mais c'est comme si toi, Anne, tu avais, je sais pas, deux sœurs, vous étiez des triplettes, mais vous voulez exactement la même chose, tu vois. Donc tu es avec deux personnes qui veulent exactement la même chose que toi, et vous êtes dans le même corps. Ouais, je sais pas, pour te faire une image un peu de qui est Dieu, quoi. Et donc du coup, c'est pas Dieu, bon, il est au-delà de toute imagination. Mais Dieu est esprit, oui. Dans la Bible, Dieu est esprit, Dieu est amour.